Bonsoir, l'actualité est lourde ce soir à l'image du temps qui règne à Paris et au nord de la Loire. Elle est faite de procès qui ponctuent des affaires retentissantes, comme celle des Irlandais de Vincennes, de manifestations contre une expulsion mystérieuse, celle de l'opposant marocain Moumen Diouri, et de nouveaux affrontements à Narbonne entre forces de l'ordre et fils de harkis qui expriment par la violence leur désarroi. Nous en reparlerons avec notre invité, Maurice Benassayac, délégué au Parapatrié. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Hamar. Cette actualité est également faite de grève, celle des aiguilleurs du ciel et des cheminots de Marseille, à quelques jours des vacances de juillet. Le menu est chargé. Commençons par la rubrique judiciaire, avec l'ouverture du procès de 3 ex-gendarmes qui comparaissent pour subornation de témoins dans l'arrestation des Irlandais de Vincennes. Mais le président de la Chambre correctionnelle veut entendre un 4e homme. Il exige que Paul Baril, l'ex-commandant du GIGN, soit amené par la force, s'il le faut, à l'audience de demain. Clément Vaillerenal. Première journée d'audience et une seule interrogation, mais où est donc passé le capitaine Baril, le seul peut-être capable d'apporter quelques lumières sur l'affaire des Irlandais de Vincennes? Michael Plunkett, l'un des Irlandais, est là. L'ancien activiste est aujourd'hui plaignant, mais il refuse toute déclaration. Quant aux inculpés, le préfet Proutot et le commandant Beau, ils s'expliquent devant le tribunal. L'ex-commandant Beau reconnaît avoir commis et couvert quelques irrégularités de procédure. Mais l'urgence du moment le justifiait, explique l'ex-commandant. Le GIGN nous avait assuré qu'il s'agissait de gros poissons du terrorisme. J'ai craqué, dit Beau, quand j'ai compris que les explosifs avaient été apportés dans l'appartement par le capitaine Baril. Mais le préfet Proutot, ancien patron du GIGN, est incapable d'indiquer au tribunal qui a donné l'ordre à Baril, numéro 2 du GIGN, de se livrer à une telle manipulation. Curieusement, Baril, qui n'est cité que comme témoin, ne viendra pas déposer devant le tribunal. Le capitaine Baril est en voyage au Qatar. Il a envoyé une lettre d'excuse au président. Les avocats de la défense s'insurgent et demandent la convocation de Baril. Le tribunal y consent. Baril devra se présenter de gré ou de force demain à 15 h devant le tribunal. Reste à le trouver, si toutefois il est encore en France. Une autre affaire a illustré la chronique des années 80, l'affaire du Carrefour du Développement. Son principal acteur, Yves Chalier, est renvoyé devant la cour d'assises. 27 millions de francs de fonds publics détournés en 2 ans, un scandale politico-financier qui a touché Christian Nucci, mais le ministre de la Coopération a été amnistié. Yves Chalier et 3 autres personnes devraient en revanche en répondre devant des jurés. Charles Sanviti. 10 mois de détention préventive à la santé, Yves Chalier pour autant n'en a pas fini avec la justice. Maintenant c'est la cour d'assises qui l'attend, épilogue ou presque, après 5 ans d'instruction. Baptisé Carrefour du Développement, l'affaire commence en 86. Christian Auriac, nouveau ministre RPR de la Coopération, lance un pavé dans la mare. Carrefour du Développement, une association financée par son prédécesseur Christian Nucci. Carrefour du Développement à fond affiche des comptes en rouge, 10 millions de francs de trous dans la caisse. Enquête, contre-enquête, expertise, pour tous une même conclusion. Au total, 26 millions de francs ont été détournés. Christian Nucci, l'ancien ministre, est amnistié. En revanche, son chef de cabinet est toujours poursuivi. À des fins personnelles, il aurait détourné 27 millions de francs. M. Nucci, qui a été amnistié il y a un an et demi, va se trouver partie civile dans ce procès en cour d'assises, c'est-à-dire qu'il va se trouver partie civile du procès de son chef de cabinet, qui lui n'a pas bénéficié de la même loi d'amnistie. Alors la question se pose de savoir si on vit encore en République, si la fameuse déclaration de droits de l'homme de 89, dont on a tant vanté les vertus il y a encore 2 ans, si tout cela est encore appliqué, ou si c'est une vaste comédie qui se passe autour de nous au niveau de la justice. Yves Chalier a choisi sa défense, montré qu'il ne s'est pas enrichi personnellement, même défense que Christian Nucci, pour, espère-t-il, le même résultat. Passons aux années 90, avec le début d'une nouvelle affaire peut-être. L'expulsion vers le Gabon de l'opposant marocain Moumen Diouri. Plusieurs mouvements manifestant en sa faveur tout à l'heure. Manifestation à l'appel d'une trentaine d'associations et de la Ligue des droits de l'homme. 2 à 3 000 personnes en tout ont tenu à protester. Parmi elles, quelques personnalités, vous allez le voir, et en tête du cortège, la famille de Moumen Diouri, Jean-Paul Gérois et Joseph Tual. Pas moins d'une trentaine d'organisations syndicales, politiques ou de défense des droits de l'homme appelaient à manifester cet après-midi. Au premier rang, la famille d'Abdelmoumen Diouri et son avocat. Annulation de l'expulsion, c'était le principal slogan, mais dans le cortège, on disait aussi beaucoup enlèvement et otage. Quand vous avez quelqu'un qu'on enlève de manière brutale, qu'on soustrait de force aux siens, à sa femme, à ses enfants, qu'on emmène vers une destination où il est sous la menace, je pense que c'est quelqu'un qui est en situation d'otage. Ça me touche personnellement. Nous sommes une démocratie.
Tout de même, il n'est pas admissible que le roi Hassan II nous impose ses modes de fonctionnement. Et c'est ça qui est le plus révoltant dans cette affaire. C'est que nous nous sommes couchés, le gouvernement s'est couché devant le roi du Maroc. Ce qui est à craindre dans une histoire comme ça, c'est l'oubli. Je veux dire, bon, passer l'émotion et l'indignation, je veux dire, bon, cet homme, qu'est-ce qui va lui arriver dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois, et c'est ça qui me fait peur. Au cri de Mitterrand, Hassan II complice, le cortège devait initialement se diriger vers le ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Les organisateurs ont finalement renoncé. Le défilé se dirige désormais vers la gare Saint-Lazare. Et l'avocat de Moumen Diouri a l'intention de déposer une plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Pour la première fois aujourd'hui, Maître Oussedik a réussi à joindre son client au Gabon. Il était bien sous surveillance dans son hôtel, c'était ce matin. Caroline Sins et Joseph Stual étaient là. 11h30 ce matin, Maître Oussedik téléphone pour la première fois à Moumen Diouri, et ce, en notre présence. Son client est à l'hôtel Monte Cristal, en résidence surveillée, gardé par des policiers gabonais. Son avocat, vous êtes un homme de la sécurité, vous? Oui. Hein, Moumen Diouri est bien là, il ne fera qu'un bref commentaire sur sa situation. Écoutez, moi je suis actuellement au Gabon. Je suis surveillé par l'autorité, par le service de sécurité gabonais. C'est tout. Mais c'est le problème, un problème français. Hier soir, dans une déclaration à la télé gabonaise, M. Diouri dénonçait son expulsion décidée selon lui par les autorités françaises et marocaines à cause de son livre. Je n'ai jamais dérogé aux règles de l'hospitalité française et je m'apprêtais à sortir un 3e livre qui s'appelle « Qui appartient au Maroc », qui retrace plus ou moins la fortune de Hassan II et surtout la complicité de la France et des banques françaises. Certaines sociétés françaises enchevillent dans certaines affaires plus douteuses avec le roi du Maroc ont été paniquées à l'idée que seraient portées à la connaissance du public certaines magouilles. Cet après-midi, l'avocat de Moumen Diouri a déposé une plainte au nom de la famille pour atteinte à la liberté, séquestration et tentative de meurtre. Le Parti socialiste, de son côté, a demandé le maximum d'explications, un vœu exaucé par François Mitterrand en personne, qui a fait allusion à cette expulsion tout à l'heure à Londres. Écoutons le chef de l'État. M. Diouri a bénéficié pendant de nombreuses années du statut de réfugié politique depuis 1974. 7 ans au temps de mon prédécesseur et plus de 10 ans avec moi. Donc il s'est contenté de respecter les obligations d'un réfugié politique, car il y a des obligations de part et d'autre. C'est un contrat. Depuis de nombreux mois, les avertissements ont été multipliés auprès de M. Diouri, qui s'est trouvé à diverses reprises et sur plusieurs terrains en infraction avec ses obligations. Il est arrivé un moment, comme ça arrive de temps en temps, ça n'arrive pas très souvent en France, on est assez indulgent quand même, il faut le dire. Il est arrivé un moment où la limite était atteinte. Il y avait trop d'infractions de toutes sortes et l'expulsion a été décidée. Pardon pour l'erreur, une déclaration faite à l'occasion du sommet franco-britannique qui s'est tenu à Dunkerque, qui se tient à Dunkerque et non à Londres. Et le Maroc tient à préciser qu'il n'a jamais demandé à la France d'expulser Moumen Diouri. La révolte des fils de Harki à Narbonne n'a pas surpris ceux qui connaissent bien cette communauté, mais elle a impressionné par son ampleur et par sa violence. De nouveaux affrontements ont eu lieu la nuit dernière. Les 3 jeunes Harkis dont les arrestations ont provoqué la flambée de violence du quartier des Oliviers ont été inculpés et écroués la nuit dernière. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'incident, mais la situation, vous allez le voir, reste très tendue. Reportage de la 3 Montpellier, Jean-Pierre Blaisès et Patrick Desmully. Saint-Jean n'ont pas été ceux de la fête hier soir au quartier Saint-Jean de Narbonne. Les feux de Bengale ont été remplacés par un tir nourri de grenades lacrymogènes. Une intervention des forces de l'ordre que n'approuve pas le mouvement Recours des rapatriés. C'est inexplicable d'ailleurs. Regardez, vous avez ici une 50aine de jeunes qui sont là et vous avez en face 2 compagnies de CRS. Vous voyez, je ne vois pas moi du tout ce qui pousse les forces de l'ordre à être aussi agressives, sinon les directives qu'on leur a données.
Le recours demande à tous les anciens ministres des rapatriés de se réunir pour définir ensemble une politique de solidarité à l'égard de cette communauté harkie. La Fédération des Français de confession islamique lui a apporté son soutien. Pour elle, la situation est comparable à l'intifada. Vous remarquez le contexte de ghetto, vous en avez un parmi tant d'autres, et en contrepartie, vous avez une réaction de ces jeunes qui est comparative à l'intifada. Quartier Saint-Jean, à Narbonne, a plutôt belle apparence, et la cité des Oliviers ne semble pas misérable. Plus qu'un problème de banlieue, c'est le mal-être des harkis qui s'exprime ici, et ce n'est pas nouveau. Les harkis sont tous au chômage aujourd'hui. Dans toute la France, c'est pareil. Ils sont tous... On est rejetés de partout, c'est ce qu'il faut dire. La société nous a oubliés. On est des oubliés de la société aujourd'hui. L'été sera chaud, ont annoncé les médias. Nous serons fermes, a dit le gouvernement. Ce soir, la situation est plus proche du duel que du dialogue. Un rappel historique n'est pas inutile pour tenter de comprendre les problèmes des harkis qui avaient combattu aux côtés de l'armée française en Algérie et qui se sentent aujourd'hui rejetés par les deux pays. Près de 30 ans après leur départ d'Algérie, ils sont près de 500 000 installés en France. Tous ont la nationalité française, mais certains vivent encore dans des camps de transit ou dans des cités HLM. Pascal Justice. Les harkis sont arrivés en France en 1962 après les accords d'Évian. Ils étaient environ 60 000. Aujourd'hui, ils sont 500 000, tous français. Après l'indépendance, ils ont tout abandonné en Algérie pour fuir le FLN qui les considérait comme des collaborateurs. Car les harkis sont des supplétifs de l'armée française. Depuis 1954, ils combattent aux côtés de la France en Algérie. Beaucoup d'entre eux ont aussi participé aux deux guerres mondiales et à la guerre d'Indochine. Désarmés par les accords d'Évian et abandonnés à la vengeance du FLN, plus de 100 000 harkis ont trouvé la mort en Algérie. Ceux qui ont pu partir attendaient la reconnaissance de la France. Mais le gouvernement français n'est pas chaud pour les accueillir. À leur arrivée, ils reçoivent un peu d'argent et sont acheminés vers d'anciens camps de prisonniers ou des quartiers érigés à la hâte, comme celui de Moulin-Neuve, qui deviendront de véritables ghettos. Certains habitent toujours dans ces camps réhabilités, les autres ont été ventilés vers les cités urbaines. Pendant 29 ans, les projets d'indemnisation et d'intégration se sont succédés, mais les actions furent insuffisantes. Les harkis réclament encore aujourd'hui les indemnités promises à l'époque. Si leurs parents ont su s'intégrer dans le champ associatif et les conseils municipaux, les 50 000 jeunes de moins de 25 ans connaissent eux le chômage et l'agitation des banlieues. Mais les fils et les petits-fils de harkis ont hérité du même sentiment d'injustice vécu par leurs aînés. Notre invité, je vous le disais au début du journal, est Maurice Benassayag, délégué aux rapatriés. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Cela veut dire que vous vous occupez des harkis qui sont des rapatriés d'Afrique du Nord. Oui. Je n'ai rien à ajouter à ce témoignage de votre rédaction. Enfin, on se décide à dire des choses tues. Cet épisode peu glorieux de notre histoire a été un silence pudique, ou plutôt impudique, à régner sur cet épisode peu glorieux de notre histoire. Par la faute de qui? Pourquoi ces choses non dites? Les gouvernements successifs, la société française tout entière? Écoutez, moi je suis moi-même rapatrié, j'ai vécu en 1962 le drame des harkis abandonnés aux exécutions sommaires. Et ils ont été abandonnés sur ordre du gouvernement de l'époque et rapatriés, comme vous l'avez vu, dans de véritables réserves d'Indiens. Et comme naturellement ce n'était pas très glorieux, eh bien silence s'est fait et on n'en a plus parlé jusqu'à des années très récentes. Et des ministres des rapatriés qui se sont succédés depuis 1979-80 ont commencé un effort. Cet effort a été insuffisant. J'ai moi-même à plusieurs reprises mis en garde. Ils sont français. Ils sont français depuis plusieurs générations. Et ce sont des Français qui vivent encore dans des camps de transit? Non, il n'y a pas de camp de transit. Il y reste aujourd'hui, je dirais, un symbole de camp à Jouk, c'est déjà encore trop. Mais lorsqu'ils ont été relogés, ils ont été relogés dans des cités. Et nous cumulons toutes les causes du malaise. D'abord le malaise inhérent au chômage des jeunes, à ces cités, plus le souvenir d'une période particulièrement tragique. Et souvent, les enfants qui connaissent le chômage ont été élevés précisément dans ces camps. Alors justement, on peut comprendre le désarroi des anciens harkis de l'ancienne génération, mais est-ce qu'à votre avis, la violence exprimée par les jeunes est peut-être de nature différente? Les parents qui avaient échappé au massacre, qui étaient des soldats, ont pu supporter un certain nombre de situations que ne supportent plus les jeunes, et notamment le chômage, car ces jeunes
cumulent les handicaps. Alors, il ne faut pas non plus dramatiser trop les choses. La grande masse des 500 000 Français musulmans est parfaitement intégrée. Mais le chômage qui touche beaucoup de jeunes de 16-25 ans, parmi nos compatriotes, les touche davantage parce qu'ils ont accumulé des handicaps et parce qu'ils souffrent d'un certain racisme. Le racisme est toujours odieux, mais quand il frappe ces jeunes dont les parents ont consenti d'énormes sacrifices, il est encore plus mal ressenti. Alors on ne comprend pas très bien. Il y a une association qui s'appelle France-Prusse qui demande la suppression de la délégation aux rapatriés parce que ça maintient justement ces harkis dans un statut de seconde zone. Et il y a une autre association de rapatriés, le Recours, qui dit qu'il faut un véritable secrétariat aux rapatriés. Ce n'est pas seulement le Recours, c'est l'ensemble des associations de rapatriés, y compris les plus représentatives parmi celles qui structurent le monde français musulman, qui ont demandé au contraire que la délégation soit élevée à la hauteur d'un ministère. Mais je dirais à la limite, peu importe les structures, c'est une question de moyens sur le long terme. Nous avons commencé depuis quelques années à mettre des moyens nécessaires. Il se trouve que ces moyens qui touchent les plus anciens et les jeunes scolarisés ne touchent pas les 16-25 ans qui sont aujourd'hui... Monsieur Benassaïag, on me dit que ces moyens ont été récemment réduits. Alors, il est vrai que justement, sous l'influence d'associations qui ont souhaité voir la disparition de mesures spécifiques au nom de l'égalité mal comprise, car il y a une dette à l'égard des harkis, le gouvernement précédent avait hésité, mais M. Rocard avait d'une part commandé un rapport qui va être remis à Mme Cresson, qui fait le bilan des actions d'entreprise pendant ces 30 dernières années, et d'autre part, M. Rocard m'avait rétabli les crédits que j'avais demandés, que j'estimais nécessaires pour remplir les droits ouverts aux Français musulmans. Donc un dernier mot, la délégation est toujours maintenue, la délégation rapatriée. Je suis moi-même rapatrié, et si je reste en place, c'est par solidarité, évidemment d'abord à l'égard des rapatriés. Je voudrais dire un mot de ce que dit France Plus. France Plus ne représente pas les harkis. C'est une organisation tout à fait respectable, mais elle n'exprime pas le sentiment majoritaire des Français musulmans. Merci Monsieur Benassaïag. Passons à l'actualité sociale. Les contrôleurs aériens en grève ont tout lieu d'être satisfaits. Leur action a perturbé le trafic. Aucune liaison pour des villes comme Lille, Grenoble, Rennes ou Montpellier, 20% seulement des vols intérieurs assurés et une belle pagaille aussi pour les compagnies européennes. Leurs revendications portent essentiellement sur les effectifs. Marie-Hélène Tichou. À l'image du ciel, l'aéroport de Nice aujourd'hui était quasiment désert. Les contrôleurs aériens étaient en grève à l'appel de 4 syndicats pour réclamer une revalorisation de leur profession et une augmentation des effectifs. Les passagers avaient pris leurs précautions et faisaient preuve de philosophie. J'avais un avion à 21h45 et on vient de me prévenir que je pouvais partir à 17h. Donc pour le moment j'ai le sourire. Si tout se passe bien, si je pars à 17h. Vous prenez ça avec philosophie? Que voulez-vous faire d'autre, cher monsieur? Je suis à un âge où la philosophie s'impose. C'est le premier conflit national depuis 1988. Mais le malaise ressort régulièrement, toujours pour la même raison. Selon les aiguilleurs du ciel, le manque d'effectifs met en cause la sécurité des passagers. Je crois qu'il n'y a pas de problème pour la sécurité dans le transport aérien et qu'il est inutile d'inquiéter les passagers avec de faux sujets. Je crois qu'il y a une tension sur les effectifs, il y a une tension de trafic. Il faut 5 ans pour former un contrôleur. Si on prenait la décision aujourd'hui d'en créer 1000 de plus, il serait là dans 5 ans. Et pendant 5 ans, il y en aurait 0. Et ça, tout le monde le sait et les contrôleurs le savent le premier. Les négociations reprennent demain matin avec le ministère des Transports. Le trafic aérien sera normal. Seul Air Inter devrait connaître de très légères perturbations. Une partie de ses pilotes de ligne sera en grève. Les infirmières anesthésistes ont cessé leur grève des soins aujourd'hui à la suite des propositions du ministère de la Santé, mais celle des cheminots marseillais continue. Un anniversaire original aujourd'hui au théâtre de la commune à Aubervilliers. Charles Fitterman, Jacques Rally, Tanissé Leporce et Marcel Rigoux ont fêté le 10e anniversaire de leur entrée au gouvernement. C'était en 1981, le 24 juin précisément. Et la bande des 4 est prête à récidiver, à condition d'être entendue par Édith Cresson, un pied de nez à la direction du Parti communiste, qui veut, lui, oublier cet épisode douloureux. Xavier Curté devant les assises, l'homme qui est dans le box des accusés est l'auteur présumé de l'incendie le plus meurtrier en France depuis 20 ans. Il y aurait eu 15 morts dans la catastrophe et ce matin, dans la salle d'audience, les familles des victimes n'ont pas oublié, elles ont crié leur colère. Compte rendu de Belfort, Albert Ripamonti. La haine et la douleur des familles. Ils ont perdu un fils ou une fille dans le terrible incendie de Belfort. 15 jeunes morts carbonisés par la faute
de Xavier Curté. Curté qui dans son box paraît ailleurs, et c'est vrai que son insouciance, son inconscience intrigue et indigne. J'ai mis le feu, dit-il, pour mettre un peu d'ambiance dans le quartier. Un monstre, plus vraisemblablement un paumé et en tout cas un déséquilibré. Homosexuel dès l'âge de 11 ans, prostitué, travesti, drogué, il souffre de plus d'une anomalie chromosomique. Personnalité fragile, immature, à la limite de la débilité, Xavier Curté est un garçon mal dans sa tête, comme il est mal dans son corps. Malade, certes, mais pas fou. Les psychiatres le jugent responsable de ses actes. L'un d'eux a ce diagnostic, Xavier Curté, c'est un nain, auteur d'un crime de géant. Le championnat d'Europe de basket en Italie a bien commencé pour la France. Elle a battu la Tchécoslovaquie par 104 points à 80. Mais le plus difficile reste à faire, face notamment aux Italiens et aux Grecs pour arriver aux demi-finales. Coup de chapeau tout de même pour la victoire de cet après-midi, Alain Dorgans. Ça vole haut, très haut. Lorsqu'il est manipulé par les meilleurs basketteurs européens, le ballon prend de l'altitude, le jeu aussi. Si les Tchécoslovaques de rouge vêtu étaient avantagés en taille, l'adresse se situait dans le camp français. Et comme dans la raquette, l'équipe de France se sont époussés des ailes à l'image de son capitaine Stefan Ostrowski, résultat, les Tchèques subissent le jeu des Français, même s'ils se montrent menaçants par intermittence seulement. À la mi-temps, les Français enregistrent un actif de 11 points, 56-45. L'avance accumulée par l'équipe de France sera proportionnelle à la supériorité affichée. Maître dans les rebonds défensifs et offensifs, exercices dans lesquels Félix Courtinard fut impérial, les coéquipiers de Stefan Ostrowski ont remporté ce match d'ouverture 104-80. Reste que les tricolores devront s'armer d'ambition demain s'ils veulent contenir la redoutable équipe d'Italie qui sera transcendée à proximité de son Capitole romain. De nombreuses stars du cinéma vont éprouver à partir d'aujourd'hui un sentiment d'éternité. Les traces qu'elles laissent sur le sol français sont désormais indélébiles. Richard Berry, Lorraine Bacall ou Michel Morgan, empreintes de stars sous le parvis de la Défense, loin de la Croisette, mais toujours entourés de groupies ou de fans. Reportage Michel Vial et Christophe Hérault. Le cinéma français sur son 31, c'est pour jeudi, mais la fête avait pris 3 jours d'avance en début d'après-midi sur le parvis de la Défense. La raison de l'attroupement joyeux de curieux et de groupies, un ensemble assez prestigieux de grands noms du cinéma international qui associaient leur notoriété au premier événement médiatique de la fête 91 du cinéma. C'est ta fête à toi, c'est ma fête, c'est notre fête à nous, c'est bien, on est bien. C'est très positif toujours ces fêtes. C'est pour se donner l'impression quand même que ça va. Alors que ça va pas toujours très très bien. Je pense pas que ça fasse particulièrement changer les choses. Je crois que c'est les films qui font changer les choses. Comme chaque année désormais, le cinéma français tâchera d'offrir jeudi son meilleur visage et il recevra ce jour-là un peu plus de spectateurs qu'à l'ordinaire. En confiant aux dalles du parvis de la Défense leur empreinte, comme à Cannes ou à Hollywood, nos stars entrent d'une autre manière dans le rêve des cinéphiles avec, pour certaines, l'humour qui empêche de se prendre au sérieux. Vous savez, j'ai vu ça à Hollywood, les empreintes. J'en avais rêvé de voir toutes les stars, Marilyn Monroe, tout ça, qui avaient mis leurs pieds là-dedans. C'est affreux. On dirait des ours qui sont passés, c'est des grosses patasses, c'est dégueulasse. C'est quand même formidable parce que pour moi qui veux me faire incinérer, mes enfants pourront venir ici au lieu d'aller dans un cimetière et c'est beaucoup plus gai. Voilà. Voilà. À 22h15, Marc Hauteman vous donnera d'autres informations. Et dans quelques secondes, la météo complète de Florence Klein. Ce 19-20 est terminé. Bonsoir, bonne soirée sur la 3. À demain 19h. Bonsoir.